Bon, bonjour à tous. Pour cette deuxième séance du séminaire, donc, nous accueillons Thomas Piketty. Thomas Piketty a publié, il y a environ 7 ans, un gros ouvrage sur les hauts revenus en France au XXe siècle. Et il a fait le travail équivalent avec un autre économiste qui s'appelle Saez sur les États-Unis pendant la même période. Et cette séquence de travail sur l'évolution des hauts revenus pendant cette période a été conclue récemment par la publication de 2 gros volumes avec Tony Atkinson, qui s'appelle Top Incomes, et qui est un élargissement de cette comparaison de l'évolution des hauts revenus sur un ensemble beaucoup plus large de pays. Thomas Piketty est professeur à l'École d'économie de Paris et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Mais s'il vient aujourd'hui, ce n'est pas pour nous parler des travaux qu'il a déjà faits ou des travaux récemment publiés, comme ce qu'il a publié sur l'impôt. S'il vient aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour nous, je pense, c'est pour nous parler du livre qu'il est en train d'écrire et du travail qu'il est en train de faire sur l'évolution des patrimoines et du capital sur longue période. Donc après une étude sur les revenus qui a montré la décroissance des revenus sur le temps long du XIXe siècle, il est en train de faire tout un ensemble de travaux statistiques pour analyser au contraire les conditions de reconstitution de patrimoine élevé et d'un véritable capital au XXIe siècle. Donc, je lui laisse dès maintenant la parole pour qu'il nous explique les éléments de son programme et déjà, je pense, un certain nombre d'éléments acquis en termes de statistiques sur cette question-là. Merci Pierre pour cette invitation. Donc, le sujet de cette conférence est assez clair, porte donc sur l'évolution de la répartition des richesses, des revenus et surtout des patrimoines sur longue période. Bon, avec une question qui est un point d'entrée possible dans le débat, le capitalisme du XXIe siècle sera-t-il aussi inégalitaire et instable que celui du XIXe? Alors, c'est un point d'entrée possible dans le débat, c'est une question évidemment dont on aimerait connaître la réponse. Alors je précise d'emblée que j'aimerais beaucoup connaître la réponse à cette question de façon certaine et je ne la connais pas. De façon générale, je voudrais dire en introduction que bon, nous savons dans le fond très peu de choses sur la dynamique de long terme de la répartition des revenus et des patrimoines dans les économies de marché. Nous savons très peu de choses. C'est un sujet qui suscite des débats passionnés et des spéculations théoriques infinies depuis des décennies, voire des siècles. Mais dans le fond, l'accumulation de connaissances tangibles, j'ose même pas dire scientifiques, tellement on connaît peu de choses sur cette question, a commencé relativement récemment, pas assez de travail systématique de collecte de données, peut-être parce que ce travail tombe un peu à mi-chemin entre un travail d'historien, d'économiste, et finalement le cloisonnement des sciences sociales n'a peut-être pas aidé au développement de ce type de travaux. Je crois aussi un manque de recul historique, c'est-à-dire que ça fait relativement peu de temps qu'on peut se réaliser un certain nombre de choses, d'évolutions de long terme, et bon, moi-même, sur 10 ans, 15 ans maintenant que je travaille sur ces questions, ma réflexion a beaucoup évolué, pas seulement parce que je suis devenu plus sage, j'espère un petit peu, mais surtout parce que on a plus de recul, c'est vrai, sur un certain nombre de choses d'évolution du XXe siècle depuis vu de 2010 ou de 2011 que de 1995. Donc les réflexions évoluent. Il reste qu'on ne sait pas grand-chose sur ces questions. Bon, je dirais, moi, c'est ce qui m'a toujours attiré dans l'économie depuis le départ, c'est qu'on part de tellement bas, d'une certaine façon, qu'il y a les progrès à faire sont considérables, et c'est ce qui m'attire dans cette discipline et dans ce métier de chercheur en économie politique, historique, comme je le dirais tout à l'heure. Donc dans cette conférence, bon, malgré toutes ces limites de nos connaissances, je vais tenter de faire le point sur ce que l'on sait. Pour une raison simple, c'est que c'est une question qui est trop importante pour être laissée à d'autres et pour être laissée à plus tard. Et voilà, si on attend d'avoir des connaissances parfaitement certaines, on risque de se taire longtemps. Donc,
donc voici un préambule. Deuxième élément de préambule, peut-être le point d'entrée. La question à laquelle je vais tenter de répondre, en tout cas d'apporter des éléments de réponse dans cette conférence, c'est la suivante. Le capitalisme est-il auto-équilibré dans le sens où existe-t-il des forces limitant les inégalités de la répartition des patrimoines et ramenant naturellement la répartition, et donc les structures sociales qui vont avec, sur ce que les économistes appellent depuis Solow et dans les théories modernes de la croissance, des sentiers de croissance équilibrés, et j'insisterai tout à l'heure sur cette notion, qui correspondent à des sentiers de développement économique et social où toutes les grandeurs croissent au même rythme, production, revenus, patrimoine, capital, salaire, profit. Bon, c'est un peu un monde enchanté de la croissance. Et dans le fond, est-ce que sait-on sur... on a toujours des forces équilibrantes, des forces déséquilibrantes dans le processus de croissance économique et dans le processus de développement capitaliste et d'accumulation de capital. La question, c'est quelles sont les forces qui dominent. Donc moi, dans cette conférence, je ne vais pas tenter de dire qu'il n'y a que des forces déséquilibrantes. Il y a aussi des forces équilibrantes qui font qu'à certaines périodes, sous certaines circonstances, dans certains pays, on peut avoir une compression des inégalités et non pas un élargissement. Simplement, le point important sur lequel je voudrais insister dans cette conférence, c'est qu'au vu de l'histoire et de la réflexion qu'on peut mener sur les mécanismes impliqués, on ne peut pas trop compter sur l'auto-équilibre du système. Et les forces déséquilibrantes, mais très violemment déséquilibrantes, peuvent facilement l'emporter. C'est-à-dire qu'on peut avoir des répartitions de revenus et de patrimoine qui partent totalement dans le décor au niveau national, entre pays. Et pour une raison assez simple d'un point de vue théorique, qui est que le système de prix, je résume ici les choses de façon un peu caricaturale et extrême, le système de prix ne connaît ni limite ni morale, c'est-à-dire que, bon, pour prendre un exemple extrême sur lequel je reviendrai, si le prix du pétrole atteint $1000 par baril, eh bien, il suffira de 20 ans pour qu'un tout petit coin d'Arabie Saoudite puisse racheter tout Paris et tout le capital immobilier et financier des pays développés, et on finira tous locataires de l'émir du Koweït. Alors je présente les choses de façon extrême, mais finalement rien n'interdit d'un point de vue théorique que le prix atteigne ce niveau. Alors en principe, il y a des forces de régulation qui est que quand le prix atteint ce niveau, normalement on devrait arrêter de prendre la voiture, prendre le vélo, et le prix du pétrole devrait se calmer. Sauf que ce type d'ajustement, c'est ça l'autorégulation du système capitaliste, peut prendre plusieurs décennies, et en attendant, on peut avoir des déséquilibres dans les structures de propriété et les structures de pouvoir qui vont avec. Donc je ne dis pas que le scénario que je viens de décrire est le plus probable, même si la question particulière des prix de l'immobilier à Paris est une question qui perturbe beaucoup de gens actuellement. Mais en tout cas, c'est un exemple qui montre qu'on peut avoir des déséquilibres majeurs. Disons, d'un point de vue théorique, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Il n'y a aucune raison d'attendre du système de prix qu'il permette en soi l'autorégulation. On a beaucoup exagéré les capacités auto-organisatrices du marché en général. Le plus grave dans ces inégalités qui peuvent être créées par ce type de phénomène, c'est évidemment leur caractère totalement arbitraire et injustifié, et rentrant profondément en conflit avec la logique méritocratique qui est quand même au fondement de nos démocraties modernes. L'inégalité en soi n'est pas forcément un problème si on lui trouve une raison. Le problème est l'inégalité à laquelle on n'arrive pas à donner de sens, de justification, de raison. Par exemple, donc parce qu'un prix du pétrole monte au ciel et permet à certains groupes, certains pays d'en posséder d'autres jusqu'à la fin des temps. Bon, c'est très très difficile de le comprendre. Et on trouve beaucoup d'exemples comme ça, et j'insisterai sur ce thème à plusieurs reprises dans cette conférence. Alors, cette conférence en même temps, et dans laquelle j'essaierai de vous présenter ce que j'ai appris dans mes recherches récentes et un peu moins récentes sur ces questions, et les directions dans lesquelles je m'oriente maintenant. Cette conférence est aussi un plaidoyer pour une certaine façon de faire de l'économie, donc que je baptise ici pour une économie politique et historique. Disons, je pense que bon, moi, j'ai rien contre les mathématiques, les modèles mathématiques et les techniques économétriques. Au contraire, ça peut être très utile et il faut les utiliser. Mais enfin, il y a eu un abus de mathématiques et de techniques inutiles dans l'économie ces dernières décennies qui est tout de même très grave et qui souvent consiste à
à s'imaginer qu'un vernis de mathématiques plus ou moins compliqué permet de masquer parfois la trivialité, voire le vide du propos. Et c'est parfois tout de même très embêtant parce qu'il s'agit de questions importantes que nous avons à traiter. Et moi, je plaide vraiment pour une démarche qui soit beaucoup plus pragmatique, qui soit le plus proche possible d'autres disciplines des sciences sociales, de l'histoire, des sciences politiques, bien sûr, qui utilise la théorie, mais la théorie, comme on verra tout à l'heure, où il y aura quelques équations très simples ou quelques notations formelles très simples, une théorie vraiment élémentaire. Et je pense que les questions, les mécanismes théoriques importants en économie sont en général très très simples. Et il faut se méfier des choses qui sont présentées comme très techniques et très, très, très complexes. Je ne veux pas glorifier l'économie telle qu'elle se pratiquait au XIXe siècle, mais il y avait, disons, un ancrage politique et historique de ce qu'écrivaient les économistes du XIXe siècle qui, de mon point de vue, était plus satisfaisant que les évolutions de mes chers collègues au cours des dernières décennies. Alors, en particulier, pour les économistes du XIXe siècle, et je rentre maintenant vraiment dans mon sujet croissance et répartition, cette question du lien entre croissance économique et inégalité, croissance et répartition des revenus et des richesses, était vraiment la question absolument centrale pour les économistes du XIXe siècle. Et de cette façon, être un économiste, c'était essayer de répondre à cette question. Et d'ailleurs, presque tous les livres de l'époque parlent de l'économie politique, de la répartition des richesses, qui est vraiment la question centrale. La question qui obsède tout le monde à l'époque, c'est vraiment quel est l'impact à long terme du développement économique sur la répartition et donc sur les structures sociales. Bon, en gros, beaucoup d'auteurs de l'époque, évidemment, sont très perturbés par toutes les transformations sociales énormes qu'ils voient autour d'eux. Une industrie qui se développe, des masses entières de revenus comme des profits industriels qui n'existaient pas quelques décennies avant et qui semblent d'un seul coup tout dominer. Et les auteurs de l'époque, très simplement, essayent d'extrapoler, de se dire, bon, mais comment sera le monde dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans? Et en gros, à chaque fois qu'ils essayaient d'extrapoler, ils arrivaient sur un mur. C'est-à-dire, ils poursuivaient les tendances qu'ils voyaient ou qu'ils croyaient voir au cours des décennies passées. Ils avaient l'impression qu'on allait... Enfin, ils avaient beaucoup de mal à concevoir l'idée d'un sentier de croissance équilibré où les différentes forces en présence allaient se stabiliser. Alors, bon, ils avaient peut-être tendance à être un peu trop apocalyptiques dans leur vision du monde, et je voudrais éviter de tomber dans ce travers. Il n'y a pas de raison non plus d'être apocalyptique, il y a des forces stabilisatrices. Toujours est-il que beaucoup d'auteurs de l'époque, donc à commencer par David Ricardo et Karl Marx, sur lesquels je reviendrai dans une seconde, avaient comme point commun, malgré toutes leurs différences, à s'imaginer un long terme apocalyptique dans le sens où une minorité de la population, donc les propriétaires terriens avec la rente foncière dans le cas de Ricardo, les capitalistes avec les profits industriels, les nouveaux profits industriels dans le cas de Marx, allaient s'approprier une part sans cesse croissante des richesses produites. Et aucun sentier de croissance équilibrée n'était concevable pour ces personnes. Donc, pour résumer, on allait dans le mur, et c'était une vision très, très, très noire de l'avenir. Alors, au XXe siècle, progressivement, un consensus beaucoup plus optimiste a vu le jour, notamment à la suite des travaux de Kuznets, dont on reviendra dans une seconde, qui, au contraire, a développé l'idée qu'au-delà d'un certain niveau de développement économique, la croissance et la réduction des inégalités allaient main dans la main, et on finissait par atteindre un espèce d'état stationnaire bien heureux, où tout augmentait homothétiquement, et on avait ce sentier de croissance équilibrée recherché par tous. Ce que j'essaierai de montrer dans un premier temps dans cette conférence, c'est que ce consensus s'est établi en grande partie pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que ce n'est pas que les forces équilibrantes n'ont aucune raison d'exister, mais ce n'est pas comme ça que les choses se sont déroulées au XXe siècle. Et que finalement, la réduction des inégalités au XXe siècle a été plutôt un phénomène accidentel, entre guillemets, enfin, si tant est que les guerres mondiales soient des phénomènes accidentels. En tout cas, en aucune façon, un phénomène lié simplement aux forces économiques, aux processus économiques naturels, auto-équilibrants de l'offre et de la demande. La réduction des inégalités au XXe siècle s'est faite dans la violence, pas du tout à travers le mécanisme vertueux spontané décrit par certains. Et on doit aujourd'hui réouvrir ce débat des tendances à long terme
tout simplement parce que, par certaines façons, on se trouve dans la même situation que les économistes du 19e siècle. C'est-à-dire Marx, autour de lui, voyait les profits industriels prendre une part énorme du revenu national qu'il n'avait pas 30 ans avant. Bon, nous, on est dans la même situation par rapport aux bonus financiers ou par rapport à des pays pétroliers. On essaye de regarder la tendance des 30-40 dernières années, on essaye d'extrapoler sur les 30 ans qui viennent, et on a beaucoup de mal à voir un État stationnaire équilibré. Donc les réponses qui étaient apportées par Ricardo et Marx n'étaient peut-être pas les bonnes, hein, on va revenir là-dessus dans une seconde, mais les questions étaient les bonnes, et ils doivent être réouvertes, et les avoir refermées, comme on les a refermées de façon hâtive, en grande partie au XXe siècle et pendant les 30 Glorieuses, disons, est plus lié à un climat politique, notamment lié à la guerre froide, qu'à des raisons intellectuelles profondes. Donc, commençons rapidement par rappeler ce que ces principaux auteurs nous disaient, car comme je l'expliquais à l'instant, une bonne partie de leurs intuitions sont toujours intéressantes pour le monde d'aujourd'hui. Donc, on commence par Ricardo, avec son livre sur son essai sur l'économie politique et la taxation de 1817. L'idée centrale qui est parvenue jusqu'à nous, même si c'était beaucoup moins clair que ça, en fait, quand on relit Ricardo, c'est l'idée de la rente foncière. Donc, dans l'idée de Ricardo, la question centrale, c'est comment se répartit le revenu national, qu'on va noter ici Y, en 3 parties dans le schéma de Ricardo, qui vont être YR, la rente foncière, YK, les profits du capital, donc K notera toujours le capital dans les notations traditionnelles des économistes, et YL, le travail, je suppose que ça vient du L de labor en anglais, et donc la masse salariale. Donc le revenu national peut se décomposer dans ces 3 parties. La rente foncière qui va à ceux qui possèdent la terre, aux propriétaires fonciers, qui était important à l'époque, en 1817, les profits industriels qui vont aux détenteurs du capital industriel, et la masse salariale allant aux travailleurs industriels ou aux ouvriers, aux salariés agricoles éventuellement. Alors, Ricardo, l'idée centrale qui nous est parvenue, c'est qu'avec la croissance économique, la terre devient de facto infiniment rare par rapport au capital et au travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire de nouvelles terres. La terre, le stock de terre nous est donné par la nature, alors que le capital industriel, on l'accumule. Le travail, à travers la démographie et surtout l'accumulation de nouvelles qualifications, de compétences, de capital humain, on en augmente le stock. La terre devenant infiniment rare, son prix explose. À long terme, la rente foncière va absorber 100% du revenu national, nous dit Ricardo. Donc ça, c'est la première vision apocalyptique qui nous est posée au début du XIXe siècle, et c'est effectivement assez apocalyptique, puisque Ricardo imagine que, disons, d'ici la fin du XIXe siècle, la rente foncière, donc les propriétaires de la terre, tout le reste de la population va travailler pour eux et vont recevoir 100%. Alors, bon, évidemment, ça ne s'est pas tout à fait produit comme ça, et Ricardo oubliait un certain nombre de forces équilibrantes, à commencer par le progrès technique, dont il n'imaginait pas qu'avec une même quantité de terre, dans le fond, on pourrait produire tellement plus de nourriture que tout ceci baisserait la demande pour la terre, et donc des facteurs équilibrants existaient. Il avait relativement peu de statistiques. C'est assez intéressant de relire les auteurs de l'époque, de voir qu'il s'appuyait beaucoup sur la logique pure, exposée parfois de façon quand même assez difficile à suivre, à lire. Et dans le fond, le soubassement, je dirais, historique, provenait beaucoup de leur lecture de livres de voyage. En particulier, beaucoup d'économistes de l'époque sont profondément influencés par les voyages en France de Young. C'est évident dans le cas de Malthus. C'est très clair aussi dans le cas de Ricardo. C'est-à-dire, tout le monde est un peu obsédé par cet exemple de la France où il vient d'avoir la Révolution et où, suivant le témoignage de Young, mais aussi suivant tous les rudiments de statistiques qu'on pouvait avoir à l'époque, on avait eu pendant le XVIIIe siècle une très forte croissance de la population, des salaires en stagnation, voire en baisse pendant plusieurs décennies, et une rente foncière qui augmentait. C'est-à-dire qu'en gros, la France du XVIIIe siècle apparaissait aux observateurs, notamment britanniques, comme la quintessence de ce qui allait devenir le modèle malthusien. Et Ricardo est très impressionné par cette situation. Et de fait, c'est ce qui s'est produit, autant qu'on puisse le savoir, pendant quasiment un siècle ou un gros demi-siècle en France au XVIIIe siècle. Et c'est tout de même c'est un phénomène très frappant pour les contemporains qui, en plus, ne pouvaient pas s'empêcher, évidemment, de faire le lien avec la déflagration révolutionnaire qui arrive à la fin du siècle et qui ne peut pas ne pas avoir été nourrie par le fait que toute une partie de la population voyait des salaires stagnants, voire en baisse,
face à un pays qui, globalement, s'enrichissait. On a la raison principale, peut-être, pour s'intéresser à Ricardo aujourd'hui, c'est qu'on a des équivalents modernes qui sont complètement évidents. Donc, tout à l'heure, je mentionnais le prix de l'immobilier à Paris ou dans les grandes villes du monde, la rente pétrolière. Bon, dans les deux cas, si on prolonge les tendances récentes, on a un ratio entre la rente foncière, enfin réinterprétée dans le cadre d'aujourd'hui comme la rente immobilière dans les grandes villes, ou la rente pétrolière, donc les revenus du pétrole, qui de fait convergent vers 100% du revenu national. On prolonge, certains pensaient que les cours immobiliers parisiens allaient se calmer définitivement avec la crise. Bon, là, c'est reparti à la hausse. Bon, au-delà des épisodes de court terme, sur les 3 dernières décennies, on a une tendance qui, si elle est poursuivie, est tout de même très inquiétante, ne ressemble pas du tout à un sentier équilibré. Et les forces en jeu, de toute évidence, sont au moins pour partie les mêmes que celles imaginées par Ricardo. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Et le principe de rareté fait que vous pouvez avoir certains biens, si tout le monde a besoin de pétrole, si tout le monde a envie d'habiter à Paris, dont les prix relatifs vont complètement exploser par rapport aux autres prix, peuvent provoquer des déséquilibres économiques et sociaux considérables. Donc, pour résumer, Ricardo a oublié beaucoup de choses, le progrès technique. Il a raison sur un point, c'est que le principe de rareté, comme je viens de le dire, peut conduire certains prix à prendre des valeurs tout à fait extrêmes pendant de longues périodes. Donc, en principe, la force équilibrante, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire, si un prix P augmente, l'offre O de P doit augmenter. Alors, dans le cas de la terre, ce n'est pas possible, on ne peut pas produire plus de terre. Dans le cas du pétrole, on peut trouver des nouveaux gisements, mais ça prend du temps. À Paris, on peut construire plus d'étages, mais c'est compliqué et on hésite. Et surtout, la demande d'ETP peut diminuer. Donc, concrètement, si l'immobilier à Paris triple encore de niveau dans les 30 dernières années, il y a bien un moment où les gens partiront vivre ailleurs. En particulier les universitaires que nous sommes. Si le prix du pétrole continue d'augmenter, on finira par consommer moins de pétrole. Sauf que l'ajustement peut prendre des décennies et totalement détruire les structures existantes. Et je reviendrai tout à l'heure là-dessus, mais je voudrais juste insister à ce stade que ça peut se produire très facilement. Et dans les modèles théoriques utilisés par les économistes, tout ça paraît totalement inoffensif, c'est-à-dire que vous pouvez faire des simulations macroéconomiques où pendant 40 ans, mettons, si vous avez un pétrole à $200 le baril, vous constatez que les pays producteurs ont assez d'argent pour acheter tout le capital immobilier et financier des pays riches, et tout ça, dans le fond, passe tout seul dans un modèle, sauf que dans la vraie vie, dans la réalité politique, c'est évidemment totalement destructeur. Et ce ne sera tout simplement pas accepté, et ça se finira très très mal. Donc c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux, ce type de déséquilibre. Et moi, je prétends pas du tout que je détiens une solution miracle, mais au moins essayer de les anticiper, de les déterminer, de les analyser, sans faire comme si tout ça allait s'auto-équilibrer naturellement. Ça paraît essentiel. Le deuxième auteur important qui a des choses à nous dire, c'est évidemment Marx, donc, qui en 1867 publie le premier tome du Capital. Alors, Marx va plus loin que Ricardo, puisque au-delà du principe de rareté, Marx cherche vraiment à déceler des contradictions dans le processus interne d'accumulation même du capital. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas de prix relatif qui diverge, qui explose dans une direction ou une autre, le processus même d'accumulation du capital, d'après Marx, conduit inévitablement à une contradiction. On va juste essayer de rappeler laquelle, telle que je la comprends, en tout cas moi. Je ne prétends pas détenir le vrai Marx, c'est un débat qui ne me paraît pas très intéressant. Enfin, en tout cas, le mécanisme qu'il décrit est au moins en partie celui-là, et est un mécanisme qu'il faut prendre au sérieux. Alors d'abord, commençons par rappeler quelques notions simples. Le revenu national va se décomposer en revenu du capital, YK, revenu du travail, YL. Donc on a oublié la rente foncière, là, pour simplifier, puisqu'on oublie les problèmes ricardiens. On va mettre en fait toute la propriété immobilière, terre, entreprise, dans le capital dans son ensemble, dans ce qu'on appelle ici le capital national, grand K, qui est donc la totalité de ce que possède un pays. Donc en France actuellement, c'est donc la totalité du patrimoine immobilier, financier, moins les dettes
des ménages. Alors, on s'imagine en France parfois qu'on croule sous les dettes. Alors, je vous rassure, il y a beaucoup plus les gens en France, dans leur totalité, possèdent beaucoup plus de richesses en patrimoine, en actifs immobiliers et financiers qu'ils n'ont de dettes, y compris si on retire toutes les dettes publiques. Hein. Je veux dire, la France n'est pas encore possédée par l'étranger, contrairement à une légende tenace. Les résidents français possèdent beaucoup, alors avec beaucoup d'inégalités dans la répartition, mais globalement, les ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête, c'est qu'actuellement, en France, le revenu moyen par adulte, le revenu national par adulte est de l'ordre de 30 000 euros par an, donc 2 500 euros par mois. C'est une moyenne. Hein, il y a beaucoup de gens en dessous, il y a beaucoup de gens très au-dessus. Et le capital moyen, le patrimoine moyen par adulte est de l'ordre de 180 000 euros. Alors là encore, vous avez beaucoup de gens en dessous, des gens au-dessus. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Juste les masses en milliards, hein, c'est assez facile. Hein, les ordres de grandeur, j'ai un peu arrondi les chiffres pour simplifier, mais c'est très proche des vrais chiffres. Vous avez 50 millions d'adultes actuellement en France. Vous avez 1 500 milliards de revenus national et 9 000 milliards de ce qu'on appelle ici le capital national. Donc voilà, divisé par 50 millions, vous arrivez à mes 30 000 euros, à mes 180 000 euros. Le point important, ce n'est pas de retenir tous ces chiffres, même si c'est quand même utile d'avoir un peu les ordres de grandeur en tête pour que chacun se situe un peu par rapport au monde de son temps. Le point important sur lequel je voudrais insister, c'est donc le patrimoine immobilier et financier, le capital, représente actuellement l'équivalent de 6 années de revenus. C'est-à-dire qu'en moyenne, les gens ont 30 000 euros de revenus par an et 180 000 euros de patrimoine. Donc en moyenne, les gens possèdent 6 années de revenus. Alors, il y a beaucoup de gens qui possèdent juste quelques mois de salaire sur un compte en banque, hein, et leur patrimoine se résume à quelques mois de revenus et non pas 6 années. Puis il y a des gens qui peuvent posséder 10, 20, 30 années de revenus. Donc, à nouveau, il s'agit d'une moyenne, mais c'est quand même très utile d'examiner un pays et le développement économique d'un pays, et plus généralement le développement du capitalisme, à l'aune de ce rapport très simple, qui est le rapport capital-revenu, que je note ici bêta, qui est ce rapport K sur Y, qui donc dans le cas de la France d'aujourd'hui est de l'ordre de 600%, ou 6 années de revenus, c'est-à-dire le capital représente 6 années de revenus, ce qui correspond à peu près au fait que si vous avez un rendement moyen du capital de l'ordre de 4%, 5%, alors les revenus du capital représentent de l'ordre de 25-30% du revenu national, qui est approximativement ce qu'on observe en pratique. Hein, pourquoi ? Parce que si vous prenez 4% de 600, vous avez 24%, ou 5% de 600, vous avez 30%. Donc si vous possédez 6 années de revenus en patrimoine et que votre patrimoine vous rapporte 4% ou 5%, en gros, les revenus du capital, c'est-à-dire les loyers, les intérêts, les dividendes, les plus-values, vont représenter 25-30% des revenus du travail, salaire et revenus du travail non salariés confondus. Donc ça, c'est la théorie et les mathématiques dont il sera question ici se borneront à peu près à cette équation-là, mais qui est quand même importante, c'est-à-dire de bien faire la différence entre un stock de capital et un flux de revenus, les deux étant reliés à la fois par ce rapport bêta entre patrimoine et revenus, et par le taux de rendement du capital, qui est évidemment... Donc on a un paramètre central du développement capitaliste. Hein. Donc on a deux paramètres centraux, d'une certaine façon. On a le rapport bêta, K sur Y, et le taux de rendement du patrimoine. Et le produit des deux, bêta fois R, nous donne la part du capital dans le revenu national. Et c'est autour de cette équation très simple, hein, avec quelques équations, que toute la réflexion, enfin une bonne part en tout cas de la réflexion de Marx tourne. Et la question centrale qu'il pose est finalement assez simple, c'est comment est déterminé ce rapport capital-revenu ? Pourquoi il faudrait que ce soit 6 ou 5 ou 10 ou 2 ou 50 dans un pays, dans son ensemble ? Et surtout, est-ce qu'on peut espérer que les choses soient stables ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a des raisons de penser que les choses se stabilisent, c'est-à-dire que pendant un siècle, on est à 5 années de revenus, 6 années de revenus, ou est-ce qu'au contraire, le processus est par lui-même instable ? Et donc la réponse que fournit Marx à cette question, qui est une question très importante, et je ne prétends pas que la réponse fournie par Marx était parfaite, mais la question était bonne et nous devons la reposer. Alors la réponse qu'il donnait, comme Ricardo, est une réponse très apocalyptique, et excessivement apocalyptique, bien sûr. La réponse qu'il donnait est la suivante. Sous ces deux hypothèses, sa réponse est bonne. C'est-à-dire si la croissance de Y, donc du revenu national, provient uniquement de l'accumulation du capital, et si
les capitalistes, les détenteurs des profits, épargnent sans cesse au moins une fraction positive de leurs revenus, soit par volonté de puissance, d'accumulation, soit simplement parce qu'ils ont tellement de revenus qu'ils ne peuvent pas tout simplement tout consommer, alors inévitablement le rapport bêta, K sur Y, augmente indéfiniment, tend vers l'infini. C'est-à-dire qu'on a une accumulation infinie du capital qui ne se stabilise jamais. Pour une raison très simple, c'est que si vous n'avez pas d'autres sources de croissance dans le revenu national que l'accumulation du capital elle-même, et tant que vous épargnez une quantité positive, bien le stock de capital, bêtement, va s'accroître. Alors c'est très simple comme mécanisme, simplement ce mécanisme conduit immédiatement à deux possibilités, deux conséquences qui sont toutes les deux aussi déprimantes l'une que l'autre, d'une certaine façon. Soit le rendement du capital va devoir tendre vers zéro, parce qu'on accumule tellement de capital que le capital en devient inutile. Donc c'est la fameuse idée de la baisse tendancielle du taux de profit. On a une concurrence acharnée entre capitalistes qui peut en résulter. Donc par exemple, pour investir à l'étranger, puisque on a investi tellement de capital en France, ça ne sert plus à rien de construire un nouvel immeuble haussmannien en 1890 ou en 1900 en France. On va investir le capital à l'étranger. La France, l'Angleterre, bientôt l'Allemagne vont se battre pour pouvoir investir à l'étranger. Donc on arrive à l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, qui de toute façon ne fait que retarder l'inéluctable, qui est la baisse du rendement. Soit, autre possibilité, si le rendement ne baisse pas, alors forcément les profits, progressivement, la part des profits dans le revenu national va tendre vers 100%. Puisque si on a un rendement R qui reste à 2 ou 3% et qui se multiplie par une quantité de capital bêta qui tend vers 10 années de revenus, 20 années de revenus, forcément, les profits vont finir par absorber tous les revenus nationaux. Donc dans les deux cas, on a une contradiction. Et de toute façon, c'est le processus même d'accumulation qui cause sa propre perte. Alors ce mécanisme est bien connu, les limites sont claires, qui sont qu'à nouveau, comme Ricardo, on néglige le progrès technique qui peut ramener de l'équilibre dans le processus. Je voudrais quand même insister sur deux points importants. C'est que d'une certaine façon, c'est quand même plus sophistiqué que l'argument de Ricardo, puisque ça va au-delà simplement du principe de rareté qui fait que certains prix, par exemple le prix de la terre ou le prix de l'immobilier à Paris ou le prix du pétrole, explosent. Si on n'a aucun problème de prix relatif, on n'a qu'un seul bien qu'on accumule, on aboutit sur cette contradiction. Et aucun sentier de croissance équilibré n'est possible. Alors, Marx, évidemment, avait lui aussi une base empirique très limitée pour faire de telles prédictions apocalyptiques, universelles, portant sur toute l'histoire du monde passé et à venir. C'était évidemment assez audacieux à partir de données qui portaient pour l'essentiel sur le capitalisme britannique des années 1840-1850. Il essaye quand même, si on regarde l'annexe 10 du livre 1 du Capital, on a des tentatives pour rassembler toutes les données qui existent à l'époque. Marx essaye de faire de son mieux et il constate effectivement, sur cette période, on a de fait une assez grande stagnation salariale au Royaume-Uni, en France également, une accumulation prodigieuse de capital. Alors Marx était sans doute un peu trop marqué par les quelques comptes d'entreprises industrielles qu'il avait examinés, qui étaient des entreprises extrêmement intensives en capital. C'est un peu comme si on regardait le secteur de l'énergie aujourd'hui, où on a effectivement des rapports capital-travail gigantesques, mais qui ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble de la structure. Enfin, en tout cas, c'était pas facile avec l'appareil d'observation et l'expérience historique internationale très limitée de faire de telles prédictions. Moi, je dirais que Marx, comme Ricardo, tente de faire de son mieux. Alors, évidemment, il néglige la question du progrès technique. Et c'est vrai qu'une des découvertes, disons, importantes du XXe siècle, et je pense notamment à l'économiste américain Robert Solow, en 1956, c'est d'avoir démontré qu'avec de la croissance de la productivité, qu'on note souvent G, le taux de croissance dans ces notations, alors on réintroduit de l'équilibre dans le processus. C'est-à-dire que même avec un taux d'épargne S qui est positif, par exemple, si le taux d'épargne S est égal à 10%, et le taux de croissance G est égal à 2%, alors on peut très facilement montrer, en prenant le même processus que Marx, que le rapport capital-travail bêta tend vers 500%, 5 années de revenus. Donc on réintroduit intuitivement, à partir du moment où il y a de la croissance de la productivité dans le système, vous réintroduisez de l'équilibre et vous
va permettre de résoudre de cette façon la contradiction capitaliste, d'équilibrer l'accumulation du capital. Maintenant, un point important sur lequel je vais insister dans cette conférence, c'est que Marx avait quand même raison sur un point, c'est que si la croissance est faible, et moi je pense qu'à très long terme, la croissance est structurellement faible, c'est-à-dire qu'il n'y a que des pays qui sont en rattrapage historique par rapport à d'autres pays qui croissent à 5% par an ou 10% par an dans le cas de la Chine et de l'Inde. Quand on est à la frontière mondiale et à la frontière technologique mondiale, la croissance a tendance à être structurellement faible. Et pour le coup, avec une croissance faible, ce qui implique notamment que le taux de rendement du capital R est supérieur au taux de croissance, alors structurellement, on a un système qui est assez déséquilibré, avec un capital accumulé dans le passé qui domine tout. Et dans le fond, s'il y a une loi fondamentale du capitalisme, sur laquelle je reviendrai d'ailleurs tout à l'heure, c'est R plus grand que G, le taux de rendement du capital supérieur au taux de croissance. Karl Marx ne le formulait pas comme ça. Disons, pour lui, c'était évident, puisque G était égal à 0. C'est-à-dire, pour Karl Marx, il n'y avait pas dans l'esprit de tous les économistes, d'ailleurs, du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, pratiquement, toute la croissance. Jusqu'à Solow, les gens s'imaginaient que toute la croissance venait de l'accumulation du capital, et donc la croissance de la productivité elle-même, G, était tenue pour négligeable. Donc il est évident que dans un monde où G est égal à 0%, dans l'esprit de Marx en particulier, le taux de rendement du capital, inévitablement, est supérieur à la croissance. En fait, ça reste vrai beaucoup plus généralement que cela. Et c'est vrai que ça a des implications assez terribles quand on y pense, parce que ça veut dire, comme je le dirai tout à l'heure, que d'une certaine façon, le passé est toujours en train de dévorer l'avenir. C'est-à-dire que toutes les richesses qui viennent du passé sont recapitalisées à un taux R qui est supérieur au taux de progression des richesses nouvelles. Donc ça implique que les richesses qui viennent du passé ont toujours tendance à dominer les nouvelles richesses. Il y a quelque chose d'assez terrible dans cette logique et d'assez imparable et en même temps de quasi inévitable. Donc c'est le type de conclusion que je voudrais pousser tout à l'heure. C'est moins apocalyptique que le schéma marxiste original, mais enfin, c'est pas un avenir très, très, très rose tout de même. Alors, avant d'en arriver là, venons-en quand même à la période d'optimisme. La période d'optimisme qui correspond, donc, comme je le disais tout à l'heure, à l'économiste américain Simon Kuznets. Donc Kuznets, alors américain, mais né dans l'Empire russe et arrivant en 1922 aux États-Unis, faisant son PhD Columbia, je crois, finissant prof à Harvard. Donc une trajectoire, un des économistes américains, enfin devenus américains les plus influents du XXe siècle, qui a eu le prix Nobel, un des premiers récipiendaires du prix Nobel en 1971. Et surtout qui a inventé aux États-Unis à la fois les premiers comptes nationaux, c'est-à-dire c'est lui qui a établi les premiers comptes nationaux américains dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire les premiers calculs du revenu national, de la production intérieure brute aux États-Unis, et surtout qui a publié en 1953 un gros volume au NBER qui s'appelait Shares of Upper Income Groups. Enfin, le titre complet, c'était Shares of Upper Income Groups in Total Income and Savings, donc la part des hauts revenus, finalement, dans le revenu total et dans l'épargne, qui était la première étude historique de grande ampleur sur les inégalités, et qui démontrait une réduction sensible des inégalités de revenus aux États-Unis entre 1913 et 1948. Alors pourquoi étudie-t-il cette période? Tout simplement parce que les données disponibles commencent avec cette période. Les données qu'il utilise, j'insiste sur ces questions de données parce que c'est important sur ces questions très controversées, toujours de dire d'où on parle. Et ce n'est pas si facile que ça d'avoir des sources pour pouvoir dire quelque chose. Donc en l'occurrence, les sources que Kuznets a utilisées et dont finalement nous n'avons fait que généraliser l'utilisation avec mes différents co-auteurs, Atkinson, Saez notamment, dont parlait Pierre tout à l'heure, en fait tout provient de Kuznets qui pour la première fois a l'idée d'utiliser les données fiscales et de les mélanger aux comptes nationaux pour avoir, disons, une comptabilité sociale de la croissance du pays, en l'occurrence des États-Unis. C'est-à-dire qu'il utilise les comptes nationaux nouvellement créés pour calculer le revenu total des Américains, le revenu national des États-Unis, et il utilise des données fiscales qui proviennent du fait qu'en 1913 est créé aux États-Unis l'impôt fédéral sur le revenu. Donc dans presque tous les pays, on crée l'impôt sur le revenu à ce moment-là. 1914 en France, l'impôt progressif 1908 au Royaume-Uni, 1913
aux États-Unis. Donc à partir de 1913, on a des données permettant de connaître au moins le haut de la distribution, tels qu'ils sont déclarés avec l'administration fiscale, avec toutes les imperfections que ça comporte. Mais enfin, c'est mieux que rien, puisque avant, aucun revenu n'est déclaré. Même chose pour la France. Hein. Avant 1914, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Alors on a les vieilles contributions directes créées par la Révolution française, la contribution sur les portes et fenêtres. Ça produit toutes sortes de statistiques passionnantes sur le nombre de portes et fenêtres dans les différents départements et la répartition des habitations par nombre de portes et fenêtres, ce qui est d'ailleurs très intéressant, mais ça ne permet pas d'étudier les revenus. Et il n'y a qu'à partir de 1913 aux États-Unis, 1914 en France, qu'on a vraiment des statistiques annuelles sur les revenus. Et alors, ce que trouve, au-delà de la méthode, la substance de ce que trouve Kuznets est évidemment le plus important, qui est qu'il trouve cette réduction des inégalités aux États-Unis de 1913 à 1948, c'est-à-dire que le revenu moyen a progressé beaucoup plus fortement que les 10% des revenus les plus élevés. Donc la part des 10% des revenus les plus élevés a diminué, et on verra tout à l'heure des graphiques. Et le mécanisme qui est proposé, alors si on lit vraiment Kuznets, on se rend compte que Kuznets était trop fin pour y croire complètement à son mécanisme, et il suggérait en vérité beaucoup de pistes d'explication possibles, mais un des mécanismes qu'il proposait était, dans le fond, un mécanisme auto-équilibré où très naturellement les inégalités augmentent dans les premières phases de l'industrialisation, donc mettons au XIXe siècle aux États-Unis jusqu'au tournant du siècle, 1900-1910. Bon, Kuznets n'est pas très précis sur ce point-là. Et puis, la première moitié du XXe siècle, on entre dans des phases avancées du développement capitaliste où, naturellement, les inégalités se mettent à diminuer. Alors, c'est un travail qui a une influence considérable, puisque c'est le premier travail de grande ampleur montrant la réduction des inégalités dans une économie capitaliste, avec quand même des conclusions très optimistes, puisque c'est aussi une façon de dire, donc dans le contexte de guerre froide de l'époque, des années 50-60, de dire aux pays qui doivent encore s'industrialiser, par exemple nouvellement indépendants, de leur dire, bon, vous voyez, pas besoin d'inventer le socialisme exotique, il suffit de s'industrialiser, d'attendre d'arriver dans les phases avancées du développement, où là, la croissance et la réduction des inégalités iront main dans la main. Donc il y a un message politique, évidemment, qui est tout sauf neutre et qui est très important, qui explique sans doute pourquoi cette théorie de la courbe de Kuznets, donc cette courbe en U inversée, où les inégalités naturellement augmentent pendant les premières phases de l'industrialisation et puis naturellement diminuent dans les phases avancées, pourquoi cette théorie est devenue si populaire si vite, alors que, comme on le verra, ses soubassements empiriques et théoriques étaient extrêmement fragiles. Et en fait, malheureusement, les choses ne se sont pas du tout passées suivant ce mécanisme vertueux, spontané, naturel. Mais il faut voir à quel point cette bonne nouvelle de réduction des inégalités était attendue depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on avait depuis très longtemps des économistes antisocialistes, et j'aurais un mot en particulier pour Paul Leroy-Beaulieu, qui était professeur d'économie politique au Collège de France de l'époque, et qui a écrit notamment beaucoup d'autres choses, mais qui a écrit notamment en 1881 un livre donc, intitulé « Essai sur la répartition des richesses et la tendance à une moindre inégalité des conditions ». Et je dois dire que ce qui est très frappant dans ces... Enfin, on ne peut pas reprocher à Leroy-Beaulieu qu'il avait très très peu de données. Ce qu'on peut lui reprocher, par contre, c'est d'essayer de faire croire qu'il en a et d'essayer de faire croire qu'il a de quoi démontrer cette tendance à la moindre inégalité des conditions. Il est vraiment prêt à toutes les approximations pour arriver à cette conclusion. Ce qui est un peu triste, disons, quand on lit ça, c'est qu'on voit d'authentiques savants comme Paul Leroy-Beaulieu qui, sur beaucoup d'autres sujets, quand il ne s'agit pas des inégalités, font preuve, par exemple, pour estimer la fortune nationale de la France, pour estimer, tant qu'on en reste à des questions relativement macroéconomiques, font preuve de beaucoup de rigueur, d'ingéniosité, qui ont un vrai travail de savant. Et puis quand il en arrive à cette question sociale, à cette question des inégalités, qui peuvent être prêts à toutes les approximations, tellement ils ont peur de l'homme avec le couteau entre les dents qui va mettre à bas la propriété privée. Et donc, on est prêt. C'est quand même une lecture. Moi, j'aime beaucoup me replonger dans les auteurs de cette période parce que c'est vrai que ça donne à réfléchir sur à quel point on peut se retrouver dans un certain contexte politique à défendre des choses qui sont tout simplement pas compatibles avec la rigueur qu'on prône par ailleurs. Bon, tout ça pour dire que cette bonne nouvelle de réduction des inégalités était attendue depuis très longtemps, en 1953, et c'est la première fois que les choses sont établies de façon rigoureuse. Le deuxième moment important, peut-être, j'ai déjà évoqué, c'est Solow 1956, avec le premier modèle complet de croissance équilibrée.
Donc, j'ai déjà parlé de cette notion, donc balance growth path en anglais, sentier de croissance équilibré ou sentier de croissance balancé en anglais, ce qui est un sentier de croissance où à la fois la société, l'économie se transforme, puisqu'on est en croissance, donc on est de plus en plus riche, et 20 ans, 30 ans plus tard, la société ne ressemble plus beaucoup à celle de 30 ans avant, mais tout se déplace de façon équilibrée, balancée. Donc en particulier, tout progresse au même rythme, la production, les revenus, le capital, le patrimoine, les salaires, les profits, l'immobilier. Alors c'est un peu... Une autre expression beaucoup utilisée par les anglo-saxons, c'est « growth is a rising tide lifting all boats ». La croissance est une vague qui fait monter tous les bateaux. C'est un peu ça que décrit le modèle de Kuznets et le modèle de Solow. Ça correspond un peu au modèle, disons, qui est devenu consensuel parmi les économistes pour décrire les 30 Glorieuses. Alors, il y a plusieurs problèmes. Bon, le principal problème, c'est que les 30 Glorieuses sont terminées depuis plus de 30 ans. Le second problème, d'un point de vue plus théorique, c'est que le mécanisme auto-équilibrant évoqué par Kuznets est en fait assez peu clair. C'est pas clair si on parle d'un mécanisme basé vraiment sur l'offre et la demande. Est-ce que c'est la mobilité du travail? Donc, dans le mécanisme initial évoqué par Kuznets, il y avait l'idée que le processus de développement économique se caractérisait avant tout par l'urbanisation, le déplacement vers un secteur industriel urbain. Et il y avait l'idée que dans les premières phases d'industrialisation, seule une petite partie de la population se déplaçait vers ce secteur à haut revenu, d'où des inégalités en hausse. Puis la mobilité croissante vers ce secteur à haut revenu finissait par permettre aux inégalités de diminuer dans une seconde phase. Donc, la mobilité du travail, bon, on verra que ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. La mobilité du capital, à l'époque, était quand même plus réduite. Et puis, on a l'autre explication possible, c'est une diffusion lente du progrès technique. Bon, c'est pas absolument clair dans l'esprit de Kuznets, et dans la réalité des faits, les choses ne se sont pas passées comme ça. L'autre limite forte dans le modèle de Solow, que je mentionnais déjà tout à l'heure, c'est que dans un monde à croissance faible, on a d'autres forces déséquilibrantes qui arrivent. En particulier, on voit que la condition d'état stationnaire, où le rapport capital-travail bêta est égal au taux d'épargne S divisé par le taux de croissance G, bien, cette condition d'état stationnaire, quand vous avez une croissance très faible, en fait, peut diverger de façon importante. Je reviendrai là-dessus. Le principal facteur qui conduit d'une certaine façon à l'abandon de la théorie optimiste de Kuznets, c'est évidemment la montée des inégalités depuis les années 70-80. C'est-à-dire qu'on observe depuis les années 70-80 à la fois une convergence entre pays, alors pas tous les pays, mais on a quand même un rattrapage, clairement un phénomène de rattrapage de certains pays, Chine, Inde, Brésil, sur les pays plus développés. Mais on a à l'intérieur des pays, et notamment à l'intérieur des pays développés, une très très forte montée des inégalités qui a totalement détruit ce très fragile consensus de la courbe de Kuznets, ou en tout cas devrait le détruire. Sur les 30 dernières années, enfin en tout cas sur les 30 années précédant la crise financière de 2008, plus de 50% de la croissance américaine a été absorbée par les 1% des revenus les plus élevés, comme on le verra tout à l'heure. Donc là, on a clairement un exemple massif de divergence énorme. Vous avez tout sauf une croissance équilibrée dans les modèles théoriques qui sont pourtant toute la théorie de la croissance moderne qui s'est développée depuis les années 80-90 a consisté à essayer de mieux expliquer d'où venait l'innovation, le progrès technique et le taux de croissance G identifié par Solow, mais en acceptant complètement l'idée d'un sentier de croissance équilibré, alors que, bon, si on prend donc les 30 dernières années aux États-Unis, qui sont quand même la plus grande économie du monde, on a un exemple clair, non pas sur quelques années, mais sur 3 décennies, donc aussi longtemps que les 30 Glorieuses, d'une complète divergence de la répartition des revenus. Donc pour résumer, les économistes du XIXe siècle posaient les bonnes questions, nous devons les poser de nouveau. La crise financière de 2008-2010, évidemment, remet fortement en cause, elle aussi, à sa façon, l'idée d'un sentier de croissance équilibré. Et nous devons vraiment repenser cette question de façon à la fois sereine, mais radicale. Alors, quelques matériaux historiques sur lesquels je m'appuie, donc, qui ont été mentionnés par Pierre tout à l'heure. Donc, ce livre sur les hauts revenus en France au XXe siècle,
Pierre, tu disais 7 ans, eh bien ça fait déjà 10 ans malheureusement, 2001, donc ça fait très exactement 10 ans, enfin c'était septembre 2001, donc on y est presque. Alors depuis, j'ai continué de travailler un petit peu, et en particulier on a étendu ce travail avec plusieurs co-auteurs, et notamment Emmanuel Saez, Tony Atkinson, mais en tout une vingtaine de co-auteurs, à plus de 20 pays sur l'ensemble du XXe siècle. Donc dans le fond, on fait la même chose que Kuznets, sauf que Kuznets travaillait sur 30 ans, 35 ans pour un pays, et on travaille sur un siècle pour 23 pays. Donc ça nous donne quand même, ça permet d'étudier de façon beaucoup plus systématique que ça avait été fait jusqu'ici le processus de diminution des inégalités au XXe siècle. Enfin, d'abord, les inégalités ont-elles diminué au XXe siècle? Pourquoi? Comment? Enfin, de comprendre que s'est-il passé finalement. Comment? Et bon, ça ne permet pas de répondre à toutes les questions, hein, comme je le disais dans mon introduction. Ça reste très limité ce qu'on est capable de dire à partir de ces séries, mais sinon, en tout cas, c'est mieux que tout ce qu'on pouvait dire avant. Donc, je ne vais pas... Bon, il n'y a plus... Ces livres mis bout à bout représentent plusieurs milliers de pages de recherche, donc je vais avoir du mal à les résumer en quelques minutes. Je vous renvoie, donc, pour ceux qui le souhaitent, à ces livres, dont je vais me contenter de faire la publicité en vous montrant les couvertures, qui peut-être vous donneront envie. Donc ça, ce sont les 2 livres de Oxford University Press. Donc dans le livre vert, vous avez tous les pays d'Europe continentale, les pays anglo-saxons, et dans le livre bleu, vous avez des pays en dehors, disons, de l'Europe continentale et des pays anglo-saxons, aussi bien des pays d'Amérique du Sud, d'Asie, Chine, Singapour, Inde, des pays scandinaves aussi, des pays d'Europe du Sud qui n'avaient pas pu être inclus dans le premier volume. Donc au total, on couvre 23 pays. Et je veux aussi beaucoup m'appuyer sur un travail plus récent qui n'a pas été publié encore en français et qui existe uniquement dans sa forme complète en anglais, qui est un assez gros travail qui m'a occupé depuis pas mal d'années, qui est d'essayer de comprendre non pas l'évolution de long terme des revenus, mais l'évolution de long terme de l'héritage et des patrimoines, hein, qui est un problème que j'essayais de résoudre depuis mon livre de 2001 et sur lequel je crois avoir fait quelques progrès, même si le problème est loin d'être résolu. Je crois que ce travail permet de présenter pour la première fois, à ma connaissance, un cadre qui permet d'analyser la dynamique d'ensemble du capital et des revenus de façon cohérente, à la fois théorique et statistique. Alors, les principaux éléments théoriques pour cette nouvelle réflexion, disons, sur le capitalisme. Moi, je précise d'emblée tout de suite que j'ai la chance de faire partie d'une génération qui a eu exactement 18 ans à la chute du mur et que je n'ai aucune nostalgie d'aucune sorte pour l'Union soviétique et les solutions consistant à supprimer la propriété privée du capital. Moi je suis pour l'économie de marché pour des raisons positives, non pas parce qu'il faut simplement comme une acceptation pragmatique de seul système compatible avec nos petits égoïsmes individuels. Non, pas du tout, pour des raisons positives. C'est-à-dire que, à mon sens, il s'agit du seul système qui s'appuie réellement sur les libertés individuelles, l'infinie diversité des aspirations individuelles, et le marché a des vertus auto-organisatrices considérables. Il y a beaucoup de forces d'auto-organisation dans le marché, en particulier les idées de Hayek sur l'efficacité informationnelle du marché, moi, me sont très proches, et je pense qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Simplement, il faut reconnaître que dans le même temps, de façon indissociablement liée à cette dimension émancipatrice du marché, l'économie de marché et le système capitaliste peut produire une inégalité et une brutalité inouïe, insoutenable, injustifiable, qui menacent nos valeurs essentielles, à commencer par l'idéal méritocratique. Et en particulier, je crois qu'il ne faut pas... Le système de prix a déjà d'immenses vertus de coordination. Aller lui prêter en plus des vertus méritocratiques et aller mettre dans les prix donnés au travail de chacun ou au prix donné au rendement du capital R des vertus morales est une erreur considérable et qui est trop souvent faite. C'est-à-dire qu'il faut... Le système de prix doit être notre esclave. On doit l'utiliser autant que possible, mais il doit être au service de la démocratie et non pas le contraire. Donc il faut à la fois, je crois, essayer d'être très positif dans sa pensée du marché, dans ce qu'il permet, et dans le fait qu'il ne permet pas, évidemment, la justice. Mais non seulement il ne la permet pas, mais il rentre en conflit de façon presque inévitablement destructrice avec les valeurs méritocratiques dans lesquelles on croit. Alors, de ce point de vue, la principale leçon du XXe siècle,
c'est que le XXe siècle, il n'y a pas eu de révolution méritocratique au XXe siècle. C'est-à-dire l'idée que le capitalisme est devenu naturellement plus juste, plus méritocratique, est une illusion. En vérité, ce sont les guerres qui ont fait table rase du passé au XXe siècle et qui ont donné l'illusion temporaire d'un dépassement du capitalisme. La réduction des inégalités au XXe siècle, et en fait, si on examine vraiment l'expérience historique des pays, est d'abord un phénomène lié au choc des guerres mondiales, au choc terrible de la période 1914-1945, qui sont l'événement majeur de l'histoire du XXe siècle, de tous les points de vue, politiques, économiques, sociaux, et en particulier les chocs subis par les patrimoines sont vraiment l'explication centrale. Et ça n'a rien à voir avec un processus naturel, auto-équilibré à la Kuznets, où progressivement les gens rejoignent les secteurs les mieux payés de l'économie. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Si on regarde les courbes, on voit bien que c'est vraiment pendant les guerres que les choses se passent, que ce sont les très hauts revenus de patrimoine qui s'en prennent plein la figure pour des raisons très complexes. Il y a beaucoup de phénomènes qui s'ajoutent, des raisons liées aux destructions, à l'inflation, aux faillites des années 30, et puis aussi à une énorme réaction politique, disons, j'écris ici anti-capital, disons une énorme réaction politique contre le capital privé suscitée par les guerres mondiales, la crise des années 30, qui prend plein de formes, qui peut prendre la forme de nationalisation dans certains pays, du blocage des loyers qui conduit les prix immobiliers, la capitalisation immobilière à des niveaux presque aussi faibles que la capitalisation boursière dans les années 50-60 en France. Fourastier disait dans les années 50, le Français moyen dépense plus pour son tabac que pour son loyer, et c'était vrai. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez anormal, enfin en tout cas d'anormal, qui était dû à une politique très particulière qui avait mis à bas finalement le patrimoine privé, le capital immobilier dans toutes ses formes, le capital privé dans toutes ses formes, immobilier et financier. Et l'impôt progressif lui-même, qui est devenu lourdement progressif à la suite des guerres mondiales, a sans doute très fortement contribué à rendre durables en partie ces chocs. Sauf que l'impôt progressif lui-même, au XXe siècle, si on regarde son histoire, il est clairement bien davantage le produit des guerres et du chaos entraîné par les guerres que de la démocratie. C'est-à-dire que non seulement il faut attendre le déclenchement de la Première Guerre mondiale 1914 pour créer l'impôt sur le revenu, après 40 ans de plus de 40 ans de Troisième République, mais le taux à ce moment-là, le taux le plus élevé est de 2%. Si le taux passe à 60% dans les années 20, du fait de gouvernements de droite, de bloc national, c'est évidemment... Donc pourquoi les mêmes acteurs politiques qui, 15 ans plus tôt, 10 ans plus tôt, refusaient la création d'un impôt sur le revenu à 2% se mettent à en voter un à 60% pour les plus hauts revenus? Parce que le monde a été totalement transformé par la Première Guerre mondiale, les finances publiques sont à plat, les salaires n'ont toujours pas retrouvé leur pouvoir d'achat de 1914, la révolution bolchevique a quand même fait réfléchir les détenteurs de patrimoine qui se sont dit que finalement l'impôt progressif était peut-être une solution plus pacifique. Donc c'est pas le processus tranquille de la démocratie parlementaire et de la social-démocratie, malheureusement, qui a conduit à cette révolution démocratique. C'est vraiment l'impôt progressif est le produit des guerres. Et je pense que ça explique en particulier le manque d'enracinement démocratique de l'impôt progressif, et ça explique en partie sa remise en cause depuis les années 80. Et disons, la conclusion, c'est qu'on peut espérer qu'on va inventer un dépassement plus pacifique et plus durable du capitalisme au XXIe siècle. Mais d'abord, ça demande de lever un certain nombre d'illusions sur les évolutions du XXe siècle. Alors la première illusion, c'est ce que j'appellerais l'illusion du capital humain. C'est-à-dire une idée très répandue, c'est l'idée selon laquelle la croissance, donc je la résume là très rapidement, la croissance moderne se caractérise par le triomphe du capital humain et de la méritocratie. Grâce à la rationalité technicienne, le capital humain remplace progressivement le capital immobilier et financier, les cadres compétents remplacent les rentiers, le mérite, la compétence remplace la filiation. Alors là, je le présente de façon excessivement optimiste et naïve, mais dans le fond, si vous y réfléchissez bien, c'est cette idée quand même qui parcourt un peu notre... On a vraiment l'idée... Et de fait, ça pourrait être vrai. Enfin, d'un point de vue théorique, tout est possible, et on peut tout à fait imaginer qu'effectivement, on peut progressivement au XXe siècle, on a une société de cadres, une société de managers qui se met en place grâce à une plus grande rationalité technicienne. Et de fait, c'est vrai que les qualifications sont devenues plus importantes progressivement
au XXe siècle. Sauf que l'accumulation de capital est aussi devenue plus importante, et finalement, si on regarde les choses de près, en fait, tout a progressé un petit peu au même rythme. C'est-à-dire que, en fait, malheureusement, cette idée que le capital humain a progressivement pris le dessus sur le capital à l'ancienne, enfin le capital immobilier et financier, malheureusement, cette idée est fausse. C'est-à-dire que les revenus du capital, au sens strict, hein, c'est-à-dire, je pense pas, je n'inclus évidemment pas les revenus du travail non salarié, je prends vraiment... Dans les revenus du travail, on inclut là à la fois les salaires et les revenus du travail non salariés. Dans les revenus du capital, là, on inclut uniquement vraiment le loyer, intérêt, dividende, plus-value, donc les revenus qu'on touche sans travail ou avec peu de travail, même si c'est une question dont on peut débattre par ailleurs. En fait, ces revenus du capital en masse sont aussi importants qu'au XIXe siècle. La part du capital humain n'a pratiquement pas augmenté. Alors elle a peut-être un petit peu augmenté, hein, la part du capital est peut-être un peu plus élevée au XIXe siècle, mais c'est assez réduit, c'est-à-dire on est peut-être passé de 35-40% de part de revenus du capital à 30% au XXe siècle. Bon, c'est plus un petit changement de degré qu'autre chose. En particulier, les patrimoines immobiliers et financiers ont retrouvé leur niveau du XIXe siècle et les niveaux du début du XXe siècle, de 1900-1910. Les patrimoines immobiliers et financiers ont retrouvé leur niveau de la belle époque. Simplement, la raison pour laquelle cette illusion du capital humain a été si forte, et reste encore si forte, je pense, dans nos perceptions, nos analyses de structure économique, c'est que ce processus de reconstitution des revenus du capital et des patrimoines, là je parle vraiment à un niveau agrégé, c'est-à-dire sans même prendre en compte les questions de répartition, a pris beaucoup de temps, et d'où une illusion durable. Donc, premier graphique sur lequel je voudrais insister, là on a le rapport capital-revenu en France. Donc tout ceci est issu du travail que j'ai cité tout à l'heure sur l'évolution de l'héritage depuis le début du XIXe siècle, que j'ai terminé l'an dernier. Là, vous avez le rapport entre le capital national, donc la totalité du patrimoine immobilier et financier net de dette, et le revenu national. Donc on s'arrête là en 2010. En 2010, on est à peu près à 6 années de revenus en patrimoine. Ce sont les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, hein. C'est le 600%. Donc actuellement, je vous rappelle, 30 000 euros de revenus annuels en moyenne, 180 000 euros de patrimoine. Donc 6 années de revenus en moyenne en patrimoine. Le patrimoine national de la France, c'est 6 années de revenus national. On voit que ce chiffre de 6 années, c'est grosso modo, alors les données ne sont pas parfaites, mais en ordre de grandeur, on était à peu près à ce type de capitalisation patrimoniale, immobilière, financière, nette de dette, au XIXe siècle, avec une augmentation au cours du XIXe siècle. Donc ça, c'est un peu le processus graduel décrit par Marx, qui ressemble un petit peu à ce que décrivait Marx, alors de façon beaucoup moins explosive, mais c'est vrai qu'on avait une hausse tendancielle du rapport K sur Y, du rapport patrimoine-revenu, et autant qu'on puisse le dire, c'était presque dans son intégralité un phénomène lié à l'accumulation d'actifs sur l'étranger, sur le reste du monde. C'est-à-dire que le passage de 550-600% de revenu national en capital vers 1850-1860 à 650-700% à la veille de la Première Guerre mondiale, ça correspond à l'accumulation d'emprunts russes, d'actions à Panama, d'investissements dans les colonies. Et grosso modo, on a l'équivalent de 100% de revenu national, c'est-à-dire une année de PIB, une année de revenu national accumulé par les Français dans le reste du monde. Et ça explique l'essentiel de cette hausse tendancielle du rapport capital-revenu au XIXe siècle. Enfin, pour finir, le XIXe siècle était une période relativement calme par rapport au XXe siècle. C'est-à-dire le XXe siècle est un siècle de déflagration dont on voit la marque sur ce graphique. J'insiste sur le fait que cette déflagration, donc considérable, vous voyez, puisque dans les années 50, les gens possèdent à peine 2 années de revenus. Il faut attendre les années 60-70 pour atteindre 3 années de revenus, les années 80-90 pour s'approcher de 4 années de revenus, les années 2000 pour retrouver 5-6 années de revenus. Donc on a, en montrant ce graphique, je ne cherche pas du tout à dire que voilà, maintenant plus rien ne va bouger, 6 années de revenus et l'équilibre est de toute éternité. Au contraire, j'insiste sur le fait que dans le fond, tout peut se produire, ça peut très bien continuer d'augmenter, mais au moins ce que montre ce graphique, c'est que les très fortes hausses de patrimoine qu'on a observées ces dernières décennies, et en fait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
hein, avec une bourse qui progresse beaucoup plus vite que les salaires, des cours de l'immobilier qui progressent beaucoup plus vite que les salaires et les revenus. C'est ce phénomène de reconstitution du patrimoine, du capital privé. C'est un phénomène très complexe qui n'est pas simplement un phénomène d'accumulation physique de capital, mais qui est aussi une remontée du prix du capital à travers la confiance que les détenteurs du capital ont dans le fait qu'ils ne vont pas être expropriés, dans le fait qu'ils ne vont pas, comme je disais tout à l'heure, le blocage des loyers est une raison forte faisant que les patrimoines immobiliers ont des valeurs très faibles dans les années 50-60. Et en fait, dans cette énorme chute entre la Première Guerre mondiale et les années 50, hein, où on passe de 6 années de revenus à 2 années de revenus, on peut estimer qu'il n'y a que le tiers de cet effondrement qui est lié à des destructions physiques. Les 2 tiers, et peut-être même davantage, sont liés en fait à une chute des prix du capital, à des expropriations, nationalisations, donc disons plus à des phénomènes politiques, et à des politiques particulières, qu'à des destructions proprement dit liées aux guerres. Bon, mais cette décomposition exacte est faite dans le travail que j'ai cité. Le point important, c'est que moi je ne prétends pas donc prédire l'avenir, dire si tout ceci va se stabiliser, va continuer de monter. Moi, je pense néanmoins qu'on ne reviendra pas, sauf choc politique très fort, on ne reviendra pas au très bas niveau de capitalisation patrimoniale des années 50, 60, 70. Et que ce sont vraiment ces années du milieu du XXe siècle qui étaient une période tout à fait inhabituelle. Et qu'on n'est pas prêt d'y revenir. Et je pense que ça, c'est quelque chose, à nouveau, dont on ne pouvait pas se rendre compte encore pleinement dans les années 80 90, qui apparaît maintenant assez clairement. Pour revenir à notre réflexion théorique sur la source des inégalités en régime capitaliste, la principale source d'inégalité, comme je le disais au début, c'est d'abord que le système de prix ne connaît pas de morale. C'est-à-dire que les prix jouent un rôle utile pour se coordonner, pour que chacun choisisse l'activité professionnelle dans laquelle il va se diriger, quel bien ou service produire. Donc ils jouent ce rôle de coordination tout à fait essentiel, irremplaçable, qu'aucune planification centrale ne pourrait remplir. Mais en même temps, ces prix n'ont aucune valeur morale et peuvent produire, dans bien des cas, une inégalité totalement arbitraire, injustifiable. Et alors, le premier exemple de ça, c'est cette loi fondamentale du capitalisme que je décrivais tout à l'heure, R plus grand que G. Donc R, j'insiste sur le fait, R, c'est donc le rendement du capital. Alors, en pratique, le rendement du capital varie énormément entre individus, entre actifs, entre pays, mais en moyenne, ce rendement du capital et c'est de raison le prix du capital, ça mesure à quel point la possession d'un patrimoine fait des petits, ça mesure alors c'est la combinaison de beaucoup de forces. C'est-à-dire le capital, le patrimoine a une valeur intrinsèque, c'est-à-dire le fait de pouvoir se loger, d'habiter sous un toit plutôt que dormir dehors, ça a une valeur. Le fait de pouvoir utiliser des bureaux dans une entreprise, des machines dans une entreprise, ça a une valeur. Pouvoir utiliser cet amphithéâtre, ça a une valeur. Donc ce rendement du patrimoine, d'abord, est une estimation de cette valeur, mais il est aussi une estimation de beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que comme le patrimoine immobilier et financier est aussi un instrument de placement, il est forcément aussi un instrument de spéculation. Et finalement, le rendement du capital à un moment donné, dans un pays donné, a un côté complètement arbitraire. Et le fait qu'en pratique, le rendement du capital soit supérieur au taux de croissance, qui est, autant que je puisse voir, alors d'un point de vue théorique, les économistes ont des modèles théoriques très savants pour expliquer pourquoi R est nécessairement plus grand que G. On pourra en parler, mais moi je pense que la raison fondamentale, c'est plutôt le fait du hasard, c'est-à-dire que ces deux forces très différentes qui déterminent R et G, bon, on pourrait imaginer d'autres planètes ou systèmes solaires où il en va autrement. G mesure l'accroissement des connaissances, du progrès technique, et à nouveau, lorsqu'on est en rattrapage historique, par rapport à d'autres pays qu'on croît à 5% par an, comme c'était le cas pendant les 30 Glorieuses, là, la situation est très, très différente. Mais quand on est on n'a pas d'exemple dans l'histoire de pays qui soient à la frontière technologique mondiale, hein, que ce soit le Royaume-Uni ou la France, un petit peu au XIXe siècle, ou les États-Unis
aujourd'hui, qui croissent durablement à plus de 1%, 2% par habitant, en tout cas. Si vous avez la croissance démographique qui s'ajoute, c'est différent. Mais par habitant, vous n'observez pas jamais durablement, disons, plus de 2%. Bon, si vous avez un rendement du capital qui est simplement de 4%, 5%, il peut être parfois beaucoup plus élevé, eh bien, simplement d'avoir un prix du capital supérieur de quelques pourcents au taux de croissance, ça vous donne une loi assez terrible que je résume ici. Avec R plus grand que G, le capital accumulé dans le passé domine inévitablement la richesse nouvelle. C'est-à-dire que le capital qui vient du passé se recapitalise et donc augmente plus vite que ce que les richesses nouvelles peuvent créer. Et évidemment, ça a un impact déterminant sur le poids relatif de l'héritage par rapport à l'épargne nouvelle. Donc ça, c'est ce qui est résumé par ce graphique. Ici, vous avez l'évolution de la masse des successions et donations en France sur 2 siècles. Donc la courbe noire est la courbe observée, et les courbes blanches sont des courbes qu'on essaye de simuler à partir de modèles théoriques. Et on voit, avec un modèle théorique très très simple, fondé sur ce mécanisme de R plus grand que G, c'est-à-dire que vous voyez qu'on arrive très très bien à reproduire ce qui s'est passé, c'est-à-dire cette reconstitution des successions et des donations et ce grand retour de l'héritage au cours des dernières décennies. Donc on se retrouve là, le dernier point noir sur la courbe qui porte sur des données de 2008. On est à un peu plus de 15% du revenu national en flux annuel de succession et donations, alors qu'on était au XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'en 1910, à 20-25%, ce qui est vraiment considérable. Je veux dire que si on compare par rapport à ce que les gens gagnent en salaire chaque année, ça veut dire que ce qui est reçu en succession-donation correspond vraiment à des masses considérables. Les héritages et les successions étaient vraiment partout au XIXe siècle, pas seulement dans la littérature, mais aussi dans la réalité des masses de successions et donations qui étaient transmises chaque année. Et là, on revient sur le dernier point 2008 à des niveaux qui restent plus faibles que ceux du XIXe siècle, mais qui s'en rapprochent sérieusement. Et on voit aussi à quel point les niveaux très bas de flux successoraux des années 50-60 étaient tout à fait inhabituels. On simule les évolutions à venir. Donc moi, je ne prétends pas du tout prédire l'avenir. Simplement, ce qui est certain, c'est qu'il y a 2 éléments qui jouent un rôle central. C'est le taux de croissance G et le taux de rendement du capital R, ou plutôt 1 moins T fois R, où T est le taux de taxe. Parce qu'évidemment, il y a une façon très très simple de ramener le rendement du capital vers le taux de croissance, qui est l'impôt sur le capital. Actuellement, le taux de rendement net du capital, net d'impôt, c'est pas beaucoup plus élevé que 3% en moyenne. Je regarde un deuxième scénario où, donc je suppose dans le premier scénario qui correspond au carré blanc, qu'on en reste à 3% de rendement du capital pour les décennies à venir, et que la croissance, 1,7%, c'est exactement le niveau des 30 dernières années. Donc c'est une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est quand même la plus naturelle. On regarde les 30 dernières années, on suppose que ça continue. Et dans le deuxième scénario, supposons que la croissance se réduit encore à 1% et que le taux de rendement du capital passe à 5%, qui correspondrait soit à une augmentation de la part du capital au niveau mondial, soit à une suppression de toutes les formes d'imposition du capital, impôt sur les revenus de patrimoine, mais aussi impôt sur les bénéfices des sociétés, taxes foncières, impôt sur la fortune, enfin toutes les formes d'imposition du patrimoine, impôt sur les successions lui-même, toutes les formes d'imposition du patrimoine qui existent seraient supprimées. On passerait à ce rendement de 5%, ce qui peut tout à fait arriver si la compétition fiscale entre pays s'exacerbe encore un peu plus, et il est tout à fait possible qu'on n'ait pas touché le fond de ce côté-là. Donc, il ne s'agit pas à nouveau de jouer les prophètes de mauvaise augure, mais simplement de dire qu'il y a des forces très profondes qui font que, suivant l'évolution du taux de croissance et du taux de rendement du capital, on a une mécanique de l'héritage et du patrimoine, du capital accumulé dans le passé par rapport à la richesse nouvelle, qui se met en place de façon presque inévitable. L'autre illusion, je vais peut-être passer très très vite là-dessus, c'est justement cette illusion
selon laquelle, en gros, la guerre des âges aurait remplacé la guerre des classes, et que dorénavant, l'accumulation de patrimoine proviendrait pour l'essentiel de l'épargne de cycle de vie et non plus de l'héritage. Bon, on vient de voir que c'est malheureusement faux. C'est-à-dire que c'était vrai dans les années 50-60. Alors c'est vrai que pour les générations qui sont nées dans les années 20, 30, 40, qui auraient dû hériter dans les années 50, 60, 70, c'est vrai que ces générations n'ont pratiquement rien hérité. Et ces générations ont dû beaucoup accumuler par elles-mêmes. Le problème, c'est qu'à partir de les générations suivantes, bon, moi j'ai un biais forcément pour les générations nées dans les années 70, et pour les générations nées dans les années 70 et 80 et 90, la situation est complètement différente. Et très concrètement, bon, bah, aujourd'hui, avec simplement un revenu du travail, y compris un haut salaire, vous allez avoir beaucoup de mal à acheter un appartement à Paris ou où que ce soit, et vous allez plutôt tendance à rester locataire et éventuellement à payer des loyers aux enfants de propriétaires de la génération précédente, ce qui est quand même un monde auquel on n'était pas habitué dans les 30 Glorieuses et qui modifie quand même assez fortement le paysage des inégalités. Plus généralement, bon, les forces déstabilisantes qu'on a dans la dynamique capitaliste, il y a cette force sur le R plus grand que G. Bon, il y a le fait que R, le rendement du capital, soit aussi totalement arbitraire et imprévisible au niveau individuel comme au niveau des pays. C'est-à-dire au niveau individuel, vous pouvez vous retrouver à faire, grâce à une plus-value immobilière, à gagner l'équivalent de 10 ou 20 ou 30 années de salaire, ou même plus que ce que certaines personnes vont gagner en salaire tout au long de leur vie. Bon, c'est quand même très perturbant par rapport à la logique méritocratique et à la société de cadre et la société où le salaire, le revenu correspond au travail, à laquelle on s'était habitué pendant les 30 Glorieuses. Au niveau des pays, on a aussi un côté complètement arbitraire et imprévisible des rendements du capital. Bon, concrètement, il suffit qu'une poignée de traders se lève un matin et décide que le risque de faillite de la Grèce soit non plus de 3% tous les 5 ans, mais de 4% tous les 6 ans, pour que le taux qu'on exige de la Grèce soit de 10% d'intérêt par an et non pas de 3%, et ça met un pays par terre. Donc on a un côté absolument arbitraire, imprévisible, à nouveau dans le prix, donc on en vient toujours à ce côté arbitraire à certains prix, qui produit une force de divergence très très forte. Je vais essayer de pas être beaucoup plus long. Je regarde Pierre pour qu'il me dise combien de temps il veut m'entendre encore. J'insiste simplement, peut-être pour finir, sur plusieurs forces déstabilisantes très importantes qui existent dans la dynamique. Une force d'abord très, très, très simple, qui est ce que j'appelle ici R'2K positif, qui est plus on possède de capital, plus le rendement du capital a tendance à être élevé. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de diversifier un patrimoine lorsque vous en avez plus. Et on observe ça actuellement avec la crise financière, c'est-à-dire qu'on dit beaucoup les crises réduisent les inégalités. Bon, il n'y a rien de mécanique là-dedans, c'est-à-dire qu'en particulier les réallocations de patrimoine qui ont lieu au moment des crises, ça on l'a vu avec Atkinson par exemple sur les crises asiatiques d'il y a 10 ans à Singapour. On a par exemple au contraire les personnes les plus fortunées qui visiblement arrivent à racheter les éléments de patrimoine au bon moment, au bon prix, beaucoup plus facilement. Quand vous avez 1 million, 2 millions ou plus d'euros de patrimoine, vous pouvez racheter plus facilement au bon moment les bons actifs en général que quand vous avez 100 000 euros sur un livret d'épargne ou un contrat d'assurance vie. Et donc on a cette inégalité des rendements du capital est clairement une force déstabilisante. C'est-à-dire si plus votre capital initial est important, plus le rendement est important, clairement ça fait diverger le système. C'est très bête comme mécanisme, très simple, mais ça pèse lourd. Et si vous n'avez pas d'autres forces qui vont dans le sens inverse, ça peut, si vous, à nouveau, vous faites le même exercice que Marx Ricardo, vous poursuivez la tendance sur 20-30 ans, ça vous amène dans des situations assez inquiétantes. Même chose sur le fait que le taux d'épargne a tendance à augmenter avec le revenu. Un autre élément déstabilisant qui a joué un rôle très important sur les 30 dernières années, la montée, l'explosion, disons, des rémunérations liées à des super cadres, notamment aux États-Unis, qui a joué un rôle central dans l'évolution des inégalités américaines. Alors, c'est l'exemple type du prix arbitraire, c'est-à-dire qu'une vision un peu naïve du marché du travail à haute qualification ou à bas salaire serait de dire, bon, bah, si les salaires les plus élevés aux États-Unis ont explosé, c'est simplement parce que la productivité de ces personnes a explosé. Bon, sauf que ce modèle
un peu naïf du marché du travail où chacun obtient comme salaire sa contribution à la production, donc sa productivité marginale dans le vocabulaire des économistes, c'est un modèle qui, à la limite, peut à peu près fonctionner pour des fonctions réplicables. C'est-à-dire, c'est vrai que si vous mettez un serveur de plus dans un restaurant ou un ouvrier de plus dans une chaîne de montage, vous pouvez vaguement estimer approximativement combien il rapporte en plus à l'entreprise, et les salaires, presque inévitablement, vont graviter autour de ce niveau d'équilibre. Bon, après, des grilles de salaire, des négociations avec les syndicats peuvent fixer des normes un peu différentes, mais forcément, on va graviter autour de cette valeur d'équilibre donnée par la production marginale. Mais pour des fonctions qui ne sont pas réplicables, typiquement, vous n'allez pas faire tourner une grande entreprise de 100 000 salariés sans directeur financier ou sans PDG pendant 10 ans pour voir comment évolue la production de l'entreprise. Puis de toute façon, même, ça vous donnerait très peu d'indications. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est que bon, ça ressemble plus en pratique, non pas tant à la main invisible du marché, mais plutôt à la main qui se serre dans la caisse. C'est-à-dire que forcément, quand les personnes concernées se fixent leur propre salaire, on a des excès, des abus qui se créent, qui, à nouveau, ne connaissent ni morale ni limite. Et l'évolution, il est très difficile de... Alors, c'est un modèle peut-être un peu simpliste pour expliquer l'évolution, mais c'est très difficile d'expliquer autrement l'évolution qu'on observe. Donc là, c'est l'évolution américaine. Donc on a, désolé pour l'anglais, on a la part du décile supérieure aux États-Unis de 1917 à 2007. Donc on voit qu'à la veille de la crise, on atteint presque 50% du revenu national américain pour les 10% des revenus les plus élevés. Et le précédent sommet historique, c'était 1928, donc à la veille de la crise de 29. Alors évidemment, c'est très tentant en voyant ce graphique de se dire, bon, il y a peut-être un rapport avec le déclenchement de la crise. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a un rapport causal, c'est-à-dire ça ne veut pas forcément dire que l'inégalité a causé en tant que telle la crise, même si je pense que les flux financiers engendrés, en particulier le très fort endettement des ménages modestes américains, a contribué à la crise, en tout cas n'a pas aidé, a mis beaucoup de pression sur un système financier déjà très fragile. Mais surtout, ce que montre ce graphique, c'est qu'il y a un lien, évidemment, simplement de corrélation, qui sont que les périodes de boom boursier immobilier, que ce soit dans les années 20 ou dans les années 2000, on voit l'éclatement de la bourse informatique en 2000, mais que ça repart de plus belle sitôt après la crise. On voit bien que les crises financières en tant que telles ne modifient pas les tendances historiques. Si la crise de 29 a conduit à une forte réduction des inégalités, c'est d'abord du fait des réactions politiques entraînées par la crise de 29, mais que la crise en tant que telle ne modifie pas les tendances à long terme. Alors, ce graphique a fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis, surtout après la publicité que le président Obama a bien voulu nous faire en nous mettant en page 3 de son projet de budget anti-crise début 2009. Donc après, on a eu tous les think tanks républicains s'en sont pris à nous. Donc nous, c'est Emmanuel Saez, mon co-auteur basé à Berkeley, et moi-même. Donc les deux Frenchies dénonçant, enfin en tout cas constatant l'évolution des inégalités américaines, ça a beaucoup déplu à beaucoup d'observateurs aux États-Unis. Mais bon, les données, les gens les ont beaucoup retriturées dans tous les sens. Personne n'est arrivé, autant que je sache, avec de meilleures séries. Et ces travaux ont été récompensés par la médaille de l'American Economic Association qui a été décernée à Emmanuel l'an dernier. Donc ces travaux, donc là on a la part du décile supérieur dans son ensemble. Juste très rapidement, si on décompose en trois groupes, là on décompose la courbe précédente en trois groupes, ça permet de voir que on a donc l'essentiel de l'action vient du top 1%. Vous voyez, la courbe précédente, on avait le top 10%, donc le décile supérieur dans son ensemble. Bon, ce top 10% peut être décomposé en trois groupes. Donc là, on a mis les niveaux de revenus pour qu'on voit bien de quoi on parle. C'est vraiment le top 1%, donc la courbe en noir, les triangles noirs, donc les revenus supérieurs à 400 000 $ annuels en 2007, dont la part a véritablement explosé, puisqu'on a à peu près 15 points de revenu national qui se sont déplacés, puisque la part est passée de un peu moins de 10%, 8-9% à la fin des années 70, à 23-24% en 2007. Donc on a 15 points de revenu national qui se sont déplacés, qui correspondent pratiquement à la totalité des 15 points, là, de 35% du revenu national à 50% du revenu national qu'on avait sur cette courbe. Et on voit que les groupes moins riches, qui gagnent 100 000 ou 200 000 $ par an, ont connu des progressions de pouvoir d'achat importantes,
Donc les courbes du bas, là, 100 000, 200 000 $, en gros, ce sont mes collègues économistes universitaires américains, dont le revenu a quand même bien progressé au cours des 20 dernières années. Il était déjà pas mal, moi, à l'époque où j'étais embauché au MIT en 93, mais j'ai vu sa progression depuis 20 ans. Il a bien progressé, et c'est vrai que non, blague mise à part, je pense que ça a un impact sur la perception des uns et des autres. Et je pense que ça a un impact sur le fait que mes chers collègues et économistes aux États-Unis ont plutôt tendance à trouver que, de ma foi, l'économie américaine fonctionne plutôt bien et rémunère le talent de façon tout à fait juste et bonne et efficace. Ça ne peut pas avoir d'impact sur les perceptions qu'on a de la réalité. Bon, la vérité, ceci dit, c'est que mes chers collègues ont eu des augmentations de pouvoir d'achat bien faibles par rapport aux personnes au-dessus d'eux qui, au-delà de 400 000 $, ont connu des progressions beaucoup plus spectaculaires. Bon, c'est un phénomène, si on utilise ces données simplement pour faire une décomposition très simple de la croissance, on obtient que sur la période 76-2007, 58%, enfin la fraction de la croissance qui a été capturée par le top 1% a atteint quand même 58%. C'est-à-dire qu'on a 58% de la croissance macroéconomique du revenu national américain sur 30 ans qui est happé par le top 1%. Ça veut dire que pour les 99% restants, il faut diviser les taux de croissance par 2, qui sont déjà assez faibles, relativement faibles au départ. Donc là, on a un phénomène clair de divergence. C'est très difficile d'expliquer ces faits avec un modèle marginaliste, avec un modèle simplement basé sur la productivité marginale et le salaire déterminé par la productivité marginale. Parce que si c'était, par exemple, la mondialisation qui a conduit à une augmentation de la valeur de certaines qualifications, on devrait quand même observer ça ne devrait pas être aussi concentré sur les très très hauts revenus. C'est-à-dire que là, c'est vraiment très concentré sur les très très hautes rémunérations, en gros, de cadres dirigeants de très grandes entreprises. En termes de nombre d'années d'études, de diplômes, on a des progressions de niveau d'éducation qui sont tout aussi fortes juste en dessous, et on n'a pas du tout les mêmes progressions de revenus. Donc c'est vraiment concentré sur des professions très particulières. Et surtout, si c'était cette explication liée à la mondialisation, à la technologie, au fait que certaines qualifications ont un prix qui augmente énormément, un espèce de prix fondamental qui augmente énormément dans la mondialisation, alors on devrait observer ça dans tous les pays développés, qui ont eu à peu près les mêmes évolutions technologiques. Or, on observe une évolution aussi spectaculaire qu'aux États-Unis, ce qui montre qu'il y a un côté un peu arbitraire dans ce type de prix, pour les raisons que je vous indiquais tout à l'heure, qui est que la productivité marginale d'un cadre dirigeant dans une très grande entreprise, c'est pas écrit sur son front, personne ne le sait, et en pratique, la méthode utilisée pour déterminer ça consiste souvent à demander à un cabinet de consultants qui lui-même n'en a aucune idée et qui fait la moyenne du secteur et qui ajoute 50%, ce qui conduit à un processus divergent pour des raisons évidentes. Mais bon, c'est très bête, mais ça fonctionne comme ça, et ça fait partie des forces déstabilisantes qu'on a dans le système qui sont très importantes. Alors, on voit que les États-Unis, bon là je montre quelques pays très rapidement qu'on a étudiés avec Atkinson. Les États-Unis sont vraiment le cas le plus spectaculaire, mais on retrouve quand même dans la plupart des pays anglo-saxons cette remontée des inégalités dans la période récente. Dans les pays européens, ça reste très limité. C'est-à-dire qu'en France, on a une remontée, autant qu'on puisse mesurer ces choses-là, et ça reste imparfait. Et là, on a du retard sur l'action. On voit qu'on en est encore en 2005 sur ce graphique. Autant qu'on puisse le mesurer, ceci dit, là, c'est quand même limité par rapport à l'évolution américaine. Je conclus en notant que l'inégalité des patrimoines peut-elle retrouver ses niveaux du 19e siècle ? Je pense que non, pas complètement. C'est-à-dire qu'on a eu quand même au XXe siècle le développement d'une classe moyenne en patrimoine. Je pense qu'on ne reviendra pas complètement sur cette évolution. Simplement, il faut se rendre compte que, d'une part, la concentration des patrimoines demeure extrêmement forte, et d'autre part, qu'un retour déjà partiel au XIXe siècle serait extrêmement dévastateur. Il faut se rendre compte, c'est peut-être la principale transformation du XXe siècle dans son ensemble, non pas seulement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue social et politique, et le développement de cette classe moyenne en patrimoine, c'est-à-dire d'un groupe de personnes. Ce que je veux dire par là, et je finirai peut-être je finirai certainement sur ce tableau-là, si on veut résumer les changements sur un siècle, là j'ai mis quelques chiffres permettant de se rendre compte. Là, j'ai fait comme si le patrimoine moyen par adulte était le même en 1910 et en 2010, 200 000 €.
en fait, évidemment, tout a augmenté, les revenus ont augmenté, mais en rapport par rapport au revenu moyen, c'est de fait à peu près la même situation aujourd'hui qu'il y a un siècle. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est si on fait cette décomposition très simple de la société en 3 groupes, les 50% les plus pauvres, les 50% du bas, les 10% les plus hauts, et puis les 40% du milieu qu'on va appeler ici classe moyenne pour fixer les idées. Mais je ne prétends pas avoir une définition universelle de ce mot classe moyenne. Ce qu'on a, si on fait cette décomposition très simple, on se rend compte de plusieurs choses. D'abord, les patrimoines ont toujours été très concentrés. C'est-à-dire qu'il y a un siècle, on avait pratiquement 90% du patrimoine pour le décile supérieur, mais aujourd'hui, on est encore à plus de 60%. Et sans doute, on sous-estime ce chiffre compte tenu des limites de notre appareil d'observation. Donc, on a toujours eu une très forte concentration du patrimoine. Simplement, on a quand même eu un changement considérable sur un siècle qui est le développement d'une classe moyenne, qui, il y a un siècle, n'existait pratiquement pas, c'est-à-dire était déjà un peu plus riche que les pauvres, mais avait à peine 12%, enfin 12% du patrimoine total, et qui possède quand même aujourd'hui de l'ordre de 30% du patrimoine total. Alors, ce qui reste minoritaire, mais ce qui n'est pas négligeable. Et donc, cette classe moyenne, c'est quoi? C'est des personnes qui ne possèdent pas énormément, vous voyez, en moyenne 160 000 euros, bon, un appartement en province, un petit emprunt, quelques actifs financiers limités, mais qui, parce qu'ils sont très nombreux, parce qu'ils représentent 40% de la population, représentent quand même en masse une part qui n'est pas ridicule du patrimoine total. Cette évolution-là, je pense qu'on ne reviendra jamais complètement dessus. Je pense que de toute façon, si on devait revenir, ne serait-ce que partiellement, mais de façon importante dessus, ça créerait un choc terrible, une déflagration terrible, et ça finirait très très mal. Cette évolution, c'est fait d'abord du fait des guerres mondiales, de l'impôt progressif. On peut revenir en arrière, notamment du fait des déséquilibres internationaux, et je conclus là-dessus. Les déséquilibres internationaux les plus dangereux à venir viennent pas forcément de la rente pétrolière, parce que dans le fond ça finira quand même par s'arrêter. Les déséquilibres les plus dangereux peuvent peut-être venir des rapports entre des très grands groupes de pays mis en relation avec un marché du capital de plus en plus mondialisé, de plus en plus intégré, et dans lequel, si vous avez un monde à croissance faible, et forcément un monde dans lequel le rapport capital-revenu est très instable et peut facilement exploser, dans lequel on peut se retrouver avec des niveaux de capitalisation immobilière financière. Donc concrètement, l'immobilier à Paris, on n'a peut-être pas du tout fini d'en voir le bout, et ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Très naturellement, on le voit avec des équations très très simples, bêta égale S sur G, ça peut aller très très loin. Et alors si jamais vous avez dans ce monde-là un pays qui, pour des raisons culturelles ou pour des raisons liées à des différences dans son système de retraite, a un taux d'épargne plus élevé que les autres, il y a des petites différences de taux d'épargne peuvent vous conduire concrètement à ce qu'un pays, par exemple la Chine, possède d'autres pays. Bon, je prends la Chine là comme exemple, j'ai rien contre la Chine en particulier, ça peut être le Brésil, ça peut être l'Inde, ça peut aller dans le sens contraire. Dans le fond, c'est ce que faisait l'Europe avec une bonne partie du reste du monde il y a un siècle, mais dans des proportions moins fortes. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que ce que possédait l'Europe sur le reste du monde il y a un siècle représentait, par exemple dans le cas de la France et du Royaume-Uni, environ une année de revenu national, les actifs qu'on possédait dans le reste du monde. Avec les marchés très mondialisés qu'on a aujourd'hui, les énormes déséquilibres, on atteint parfois des niveaux beaucoup plus élevés, ne serait-ce que la Libye, pour finir sur un exemple récent, possède apparemment l'équivalent de 2 années de PIB en actifs financiers en Europe. Alors ça va parce que le PIB libyen est faible, donc ça ne représente pas grand-chose, mais si vous avez la même chose avec un PIB chinois, indien ou brésilien qui atteint le PIB européen, là on a devant nous potentiellement des déséquilibres majeurs, avec en plus une incapacité du système bancaire et statistique international à mesurer correctement ces positions nettes. Actuellement, en fait, on est déjà dans une situation où non seulement les États-Unis, mais aussi l'Union européenne sont censés avoir une position nette négative, débitrice par rapport au reste du monde. En fait, tout laisse à penser que c'est dû en grande partie au fait que une partie de ce que possèdent les résidents, les riches résidents de l'Union européenne, se fait à travers des paradis fiscaux, et notamment simplement en rapatriant une partie de ce qui est localisé dans des banques suisses. On transforme la position de l'Union européenne en une position qui est quand même, pour l'instant, positive, assez nettement positive. Donc on a des forces de déséquilibre très forts, un appareil d'observation internationale qui est quand même plus que déficient. Je ne veux pas inquiéter tout le monde, mais
quand on additionne, enfin normalement le travail de base du Fonds monétaire international, c'est d'additionner les balances des paiements des différents pays, et normalement ça doit tomber à zéro lorsqu'on les additionne tous au niveau mondial, c'est-à-dire tout ce qui sort en flux d'intérêts ou de dividendes des pays doit correspondre à des flux rentrant dans d'autres, sauf qu'on a systématiquement un écart qui va systématiquement dans le même sens, c'est-à-dire qu'il est toujours négatif, il y a toujours plus de flux rentrants, c'est-à-dire que la position nette de l'ensemble du monde est négative, comme si c'était la planète Mars qui possédait en moyenne le monde, sauf que c'est pas vrai. Et c'est vrai que piloter une crise financière mondiale quand on a cette somme des balances des paiements qui est violemment différente de zéro, c'est quand même une illusion, et ça nous ramène au point de départ qui est que l'économie est un domaine passionnant dans lequel le pire n'est pas certain, bien sûr, mais dans lequel on connaît très très peu de choses, et le peu qu'on connaît nous suggère que, disons, on court vraiment le risque de... Il ne faut pas compter sur les forces autostabilisatrices, comme on l'a trop fait sans doute depuis la chute du mur, et il faut prendre au sérieux les forces de divergence qui sont potentiellement extrêmement puissantes, extrêmement destructrices.